Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Salut Dixon, ça va très bien et toi? Super, alors déjà présente-toi. Alors je me présente, Rachid Santaki, romancier, scénariste et organisateur et lecteur de Dictées géantes. Ok, Je sais pas si ça va la présentation. parfait, Ok, ça fait beaucoup de choses. ouais. Depuis quand tu fais ça? Je fais quoi? Parce que pour le coup, il y a les romans. Déjà, par quoi t'as commencé? Ah, par quoi ça a commencé, purée? Oh là là, est-ce qu'on part dans une psychanalyse ou ça a commencé déjà gamin? Parce que je voulais, petit, je voulais devenir dessinateur, scénariste. J'étais fan de Marvel. Je me souviens que 9-10 ans, j'écrivais aux éditions Lug, que je regardais je surveillais le courrier des lecteurs. Donc, je regardais déjà ce qu'on appelle l'ours dans une revue, l'adresse. J'étais curieux, donc c'est quelque chose que je voulais faire très jeune. Malheureusement, arrivé, tu sais, en orientation au collège, au début, c'est en cinquième, bah, je reproduis en fait les planches. Pourquoi je voulais faire ça en fait au départ? C'est parce que quand je lisais Marvel, j'étais frustré sur les issues. Donc je redessinais les planches, tu vois, c'était un mimétisme. Et à côté de ça, je changeais les histoires. Ok. Et les camarades de classe ou mes proches me disaient que je dessinais super bien. Et de là, je me suis dit, bah, j'ai envie de faire ça. Enfin, j'avais déjà envie de faire ça, mais je me suis dit, bah, je vais aller vers ça. Et j'avais amené ma mère voir la conseillère d'orientation avec mes planches et tout, genre comme si je passais un entretien. Et finalement, bah, elle n'a pas été réceptive du tout. Et tout s'est arrêté. Et Ok. c'est revenu à l'âge de 27 ans, parce que j'étais amené à lancer avec un pote un site internet qui s'appelait hiphop.fr. C'était en 2000. Et là, ça a ouvert la porte d'une aventure, d'une incroyable aventure. Mais ça, au début, quand tu lances ça, c'était plus de l'écriture journalistique en vrai. Ouais, et en plus, j'étais même pas journaliste, tu vois, c'était des Ouais. chroniques, tu regardais comment on faisait une chronique, ah ouais, c'était tout un parcours. Mais cette entrée-là, du côté journaliste, m'a amené à avoir une rubrique, parce que je suis passé d'hiphop.fr à Fivestyle, qui est un magazine gratuit, à avoir une rubrique qui s'appelait C'était mieux avant. Et dans cette rubrique-là, c'est là où je me suis épanoui, puisqu'en fait, je racontais des histoires de ma jeunesse, la coupe de cheveux, l'époque des frites, la première paire de Air Max, etc. Et c'est là où je me suis créé un espace et un rapport, un lien avec l'écriture. Ok. Du coup, aux alentours des années 2000. Tard un peu. Ouais, plus tard même, hein. C'est vraiment, ouais, 2004, 2005. Ok. Que ça commence, en tout cas, que l'écriture commence à devenir quelque chose qui résonne et me parle. Et à quel moment, parce que du coup, tu as commencé par les romans, Oui, j'ai commencé par les romans. à quel moment tu t'es dit, je peux transformer ces histoires courtes que je raconte dans mon magazine en histoires plus longues? Euh, D'abord, en fait, je fréquentais Mokhtar Gassem, qui était le fondateur de Bulrot, tu sais, la marque avec La marque, c'est le une marque rot, à l'ancienne, ouais. exactement, et qui était quand même une marque hyper implantée. Ce mec était quelqu'un de très réfléchi, très intelligent. Et quand on s'est connu, il m'a connu avec le magazine, et il m'a mis un truc dans la tête. Il m'a dit, toi, tu vas écrire des histoires. Tu vas écrire des histoires et tu vas être scénariste. Et il me l'a dit au moment où il avait fait la BO de Taxi, je me souviens plus, je crois que c'est peut-être Taxi 3 ou Taxi 4, je me souviens plus. En tout cas, on peut le retrouver sur un de ses projets. Il avait produit avec son frère plein d'artistes. Il y avait eu 2 CD sur une des BO de Taxi. Et donc, il fréquentait EuropaCorp, la boîte de prod de Luc Besson, Besson. Luc Besson. Et quand lui m'a dit ça, je sais pas pourquoi, il avait tellement une aura que je me suis dit, ouais, en fait, c'est ce que je vais faire. Il t'a convaincu. C'est même pas, c'était une évidence, ça a résonné. Et de cette résonance, je me suis dit, j'ai pas fait d'école de cinéma, je connais pas cet univers. J'ai simplifié le scénario en imaginant que tu mets des dialogues, etc. Et à défaut d'aller tout de suite dans cette voie, je suis passé par la case roman. En fait, la case roman, elle était simple parce qu'elle me permettait de développer un format que je tutoyais où j'avais déjà avec le magazine. Elle me permettait aussi d'exploiter Saint-Denis, puisque c'est une ville dans laquelle j'ai grandi, j'ai été scolarisé, pour laquelle j'ai beaucoup d'amour, et en même temps avec des trajectoires compliquées. Donc c'est pour ça que je suis arrivé, où je suis passé par la case
roman. Ok. Et c'est comme ça que j'avais... Alors, avant de passer par le roman, j'avais déjà fait un récit qui s'appelait La petite cité dans la prairie, qui était une espèce de carnet de bord bricolé, qui devait pas être publié, qui s'est retrouvé publié, et qui m'a amené à écrire un autre livre qui s'appelle Les Anges s'habillent en Kaira, et après j'ai Il est là en enchaîné. plus. La petite cité ou Les Anges? La cité dans le prairie, il est Ah là. ouais, voilà, exactement. Tu vois, c'était un espèce de, je sais pas si on peut dire carnet intime, il y avait un truc, et ça a été ma première expérience, et qui était un peu lié au magazine. Donc voilà, en fait, comment j'ai ouvert cette première porte, qui m'a amené à ouvrir d'autres portes. Ok. Et est-ce que ça a été facile pour toi de passer du roman au scénario? Non, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que, évidemment, comme je suis quelqu'un qui va très vite, des fois, je vais brûler des étapes. Et la première étape que j'ai brûlée, c'est qu'avec le roman Les Anges s'habillent en Kaira, j'avais fait du street marketing, affichage sauvage, j'avais fait un total covering sur un véhicule, j'ai fait un tour de France, j'avais été dans les quartiers, parler de mon roman et de littérature un peu plus largement. Et je me suis imaginé qu'avec déjà le succès de ce premier roman, ça m'a amené à avoir des prods qui sont intéressés à mon travail. Et je me suis dit, ah bah en fait, c'est super facile. Tu claques des doigts et t'es dedans. Et là où je me suis complètement planté, c'est que non, en fait, un scénario, un livre, c'est un univers dans lequel tu peux t'étaler. T'as pas forcément, c'est pas du tout une structure scénaristique. Et donc, pour passer au scénario, comme j'ai fait des raccourcis et j'ai pensé que c'était simple, en fait, pas du tout. Ça a été compliqué. Ça a été hyper compliqué. Alors, pas compliqué, c'est que ça a mis du temps. Première opportunité, donc c'est l'adaptation des Anges s'habillent en Kaira, où j'ai un réalisateur qui s'appelle Pierre Lacan, qui avait sorti un premier long qui s'appelait Légitime Défense avec Jean-Paul Rouve en 2011, donc au même moment où je sortais mon livre, qui vient me voir, qui me dit je voudrais adapter Les Anges. Je lui dis bah moi je veux bien, mais l'idée c'est que je sois scénariste. Donc on a écrit un premier scénario qui était trop faible en fait, et qui m'a permis aussi de voir que c'était pas si simple en fait l'écriture d'un scénario. Donc après, je sais que j'étais lauréat au CNC de différents projets, mais qui étaient des projets où, si tu veux, c'est un peu, je dirais, c'est le côté scolaire. Tu écris un synopsis de 10 pages, tu mets un échantillon de dialogue de scène, mais c'est pas un vrai scénario. Et j'ai fait beaucoup de choses comme ça jusque 2020. 2021 précisément, fin 2020, début 2021, où j'ai commencé à travailler avec Anne Landois, qui a été la showrunneuse d'Engrenage, où elle m'a embarqué en tant qu'auteur dans une série, et aussi et j'ai signé un long métrage avec Backfilm. Et de là, je me suis rendu compte que le travail, en fait, finalement, de scénariste, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'échanges, de discussions, de construction de personnages. Et après, il y a la structure. Et ça se fait en équipe. Donc tu te rends compte que c'est laborieux. Ouais. Je te dis ça parce que moi, tu sais que j'écris du théâtre. Oui. Et tu vois, moi, je l'ai fait à l'inverse. Mm. J'ai écrit du théâtre. Et après, j'ai essayé d'écrire plus des nouvelles, tu Mhm. vois. Et moi, les gens, ils m'ont toujours dit, ouais, ils m'ont toujours demandé comment t'as fait pour écrire du théâtre. Je leur ai dit, le truc du théâtre, c'est que, attention pour ceux qui écrivent du théâtre, mais la structure est simple. Je dis ça simple parce qu'en fait, ça a été simple pour moi. Mais simple dans le sens où c'est une suite de dialogues, clairement. Ouais. Tu vois, Après, t'as quand même des actes, etc., quoi. Il y a une structure t'as une que structure tu... technique Oui. au niveau des actes et des Oui. scènes, mais sinon, dans cette structure-là, ce que tu mets, c'est que des dialogues. Oui. Tu vois, là où dans un roman, par exemple, tu dois structurer une histoire, Oui. parfois tu fais des retours en arrière, tu dois développer les personnages en le racontant. Mm. Tu vois, là où moi je peux développer un personnage sans le raconter, juste Ouais. lui se développe en racontant Mm. ce qu'il a à dire directement Mm. aux autres personnages, tu Mm. vois. C'est ça la différence. Du coup, moi, quand j'écris ma première pièce, ça m'a pris, si- cumulé, ça m'a pris 3 semaines, Ouais. tu vois, parce que j'écrivais que des suites de dialogue. Ouais. Le truc, c'est que j'avais moi en tête déjà tout Mm. le cheminement des personnages. Ouais. J'avais le début, le milieu et la fin, Mm. la base, tu Mm. vois. Mais ce qu'il y avait à mettre dedans, c'était assez simple. Oui, t'avais la structure, en fait. Quand je me suis mis à écrire des nouvelles, j'ai dit, ah, là, C'est un autre format. je dois décrire des trucs Mm. plus profondément, plus stylisés, tu vois. Oui, complètement, Moi, je vois je ce que tu veux stylise. dire. Il y a des styles au théâtre, tu vois, mais moi, j'ai pas besoin de styliser. C'est un Mm. style qui est assez naturel pour moi de Mm. dialoguer, tu vois. Et maintenant, j'ai des envies d'écrire des scénarios, séries ou longs. Là, je me rends compte que c'est encore une autre structure. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi beaucoup d'aspects techniques à Ouais, réfléchir parce ouais. que tu dois penser au plan, Mm. aux scènes différenciées. Mm. C'est encore un autre Alors, travail, tu vois. ouais. J'ai envie de réagir sur ce que tu dis. Là où
où j'ai beaucoup appris en travaillant sur cette série. Tu vois, on est plusieurs auteurs et tu as une réflexion, tu as un travail collectif qui est mené. Tu as ce travail collectif mené, mais après, dans ton équipe, tu as différents auteurs. Tu as l'auteur qui, lui, va écrire l'épisode, donc il va devoir récolter toutes les informations sur les personnages et retranscrire les choses comme on l'a pensé et élaboré. Tu as la personne qui va travailler aussi sur toute cette matière et qui va la récolter. Tu as la personne qui va lisser les épisodes. Et c'est ce que j'ai compris, en fait. Si on a, aujourd'hui, en tout cas, si tu veux faire un travail qualitatif, ça demande beaucoup de réflexion, d'abord. Et c'est pour ça que je dis souvent, c'est beaucoup de discussions, d'échanges, de cohérence, d'incohérence, de confronter les idées. Mais tu vois, en bienveillance, évidemment, quand je dis confronter les idées, ou en tout cas échanger, construire ensemble. Et après, tu as un travail laborieux qui se fait assez naturellement. Là où avant, je pensais qu'on pouvait écrire une série ou un long tout seul. Et je pense que pour écrire une série ou un long tout seul, il faut beaucoup d'expérience et il faut passer par, pour le coup, un travail d'équipe, faut s'enrichir. Et même les gens qui ont les compétences d'écrire en fait seuls ne le font pas parce que c'est intéressant aussi d'avoir plusieurs points de vue et de réussir à mettre ça en C'est ce que collectif. j'allais te dire. Tu vois, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce travail-là, tu vois, moi, le premier scénariste qui m'a marqué, parce que son film m'avait marqué et que je me suis intéressé, je suis un geek, moi j'aime bien chercher les coulisses, tu vois, c'était le premier scénariste, parce qu'après on a eu plusieurs qui ont retouché le scénario, mais le premier scénariste d'un prophète, qui Tu est parles de Abdelraouf Dafri, Abdelraouf Dafri, oui. et qui avait écrit La Colline avant. La Commune. La Commune, La effectivement, Commune, sur pardon. Canal, je me rappelle très bien de cette série. Et tu vois, lui, quand tu l'entends dans ses interviews et tout, t'as l'impression qu'il a toujours écrit tout seul. Après, je sais que sur Un Prophète, par exemple, le scénario a été repris par un autre mec. Audiard et après Thomas par Bidguin. Audiard. En fait, il Exactement. travaille avec Abdelraouf Dafri, il travaille avec Nicolas Peufailly, et donc ils se sont rencontrés à la pépinière de Canal+, où ils ont travaillé ensemble sur, je crois qu'initialement, ça devait être un remake de Scarface. En tout cas, l'idée, c'était un Scarface. Et finalement, en rencontre avec Audiard a pointé l'idée de parler de l'homme nouveau et de la prison. Et c'est pour ça qu'on a cette espèce de personnage dont on ne sait pas d'où il vient. Je sais pas si tu te souviens. Donc, effectivement, t'as toute une histoire autour et t'as plusieurs interventions. C'est ça. Mais quand tu t'intéresses de loin, tu crois que les gens écrivent des scénarios tout seuls. Ouais. Et ce qui m'a fait penser le contraire, c'est les scénaristes américains. Exactement. Parce que je sais que dans le système américain, c'est vraiment des poules d'auteurs où ils sont 10 dans une salle à écrire des scénarios. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que c'est soit il y a deux manières, une manière française du scénariste tout seul, parce que nous, les Français, on est des auteurs par excellence, on écrit toujours tout seul, tu vois ce truc, dans l'idée, je veux dire. Et du coup, nous, on écrit nos scénarios tout seul, et les Américains ont besoin d'être 10. Et parce que même, en plus, il y a des grands scénaristes américains. Tu vois, Aaron Sorkin et tout, tu vois. C'est le mec qui a réalisé... Aaron Sorkin a fait Facebook, par exemple, Facebook, pour un des plus connus. Tu vois, mais je sais que les Américains écrivent beaucoup à plusieurs. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est deux écoles, ou est-ce que non, la vraie réalité, c'est celle que tu racontes là, et qu'on doit être plusieurs? Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que le cinéma français, il a... tu vois, c'est quand même la France, les lettres, il y a tout ce truc aussi... tout ce stéréotype qu'on a de gens qui peuvent s'approprier une œuvre et qui vont l'accoucher, etc. Et après, tu as le modèle aussi, je vais peut-être être vulgaire, ou tu as le modèle industriel. C'est qu'à un moment, pour être efficace, si tu donnes une personne, et moi ça m'est arrivé, tu donnes un projet à une personne, tout seul, tu n'es pas créatif, tu t'ouvres pas. Tandis que quand vous êtes à plusieurs, mais 5, 10 cerveaux, ça n'a rien à voir. Et ce que je te racontais tout à l'heure sur le projet justement d'Anne Landois, c'est qu'on est plusieurs. Et franchement, tu vois la force en fait. Quand évidemment, alors il y a une chose qui est importante, tout à l'heure tu disais quand on travaille tout seul, on peut le faire parce qu'on a de l'ego, on peut le faire parce qu'on se dit je peux porter un projet, mais quand on travaille à plusieurs, la créativité elle est stimulée par le fait de travailler pour un projet, hein, on travaille en commun en fait, c'est ça qui est important. Donc effectivement les Américains, c'est un modèle industriel, c'est qu'ils se mettent par équipe, c'est comme tu disais, c'est des auteurs au service d'un projet, et donc ils sont efficaces parce qu'aussi il y a une efficacité. En France, maintenant, ça change. Hein. On a le modèle américain, clairement, qui est un modèle de productivité. De productivité, c'est qu'aujourd'hui, un projet, si tu veux pouvoir enchaîner
et les saisons et aussi pouvoir le programmer, il faut pouvoir dérouler. Et pour ça, je pense que ce format d'avoir une équipe d'auteurs, c'est hyper efficace et c'est comme ça qu'elle bosse à Demandois. Donc c'est hyper Est-ce que intéressant. ça va pas changer en France à cause des séries qui sont développées aussi beaucoup? Oui, oui, clairement. Bah, clairement, aujourd'hui, la France, elle est aussi, si tu veux rentrer en compétition et tu veux être à la hauteur, bah, tu es obligé de revoir le système. Il faut pas, tu peux pas mettre 5, 6, voire 10 ans à développer un projet. En plus, tu dois enchaîner d'autres saisons. Donc forcément, le sujet d'avoir des équipes d'auteurs, c'est aujourd'hui ce qui se développe beaucoup, hein. Ça se développe beaucoup, hein. Même pour le cinéma? Alors pour le cinéma, non, t'as pas forcément ce sujet, parce que pour le cinéma, finalement, un scénario, un film, c'est une autre écriture, c'est un autre... je pense que le cinéma, c'est différent, et pour le coup, t'as pas l'attente que tu vas avoir, et les impératifs de devoir enchaîner des saisons si c'est une série. Donc pour le cinéma, tu parlais tout à l'heure d'un prophète, tu prends ton sujet, tu le développes, et ça prend le temps, parce qu'un un objet cinématographique, c'est complètement différent de celui de la série. Ok. Euh, toi qui écris des romans à la base, maintenant que tu rentres dans ce milieu qui est... Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, Mm. mais l'écriture scénaristique, elle est... Moi, c'est ça qui me fait peur, par exemple. C'est que ça m'a l'air d'être assez technique. Est-ce qu'on se sent pas un peu contraint quand on sait que la littérature, ça laisse une liberté qui est folle? Oui, oui, clairement, clairement, mais tout à l'heure, tu as souligné quelque chose. Tu as parlé de la pièce de théâtre, tu as parlé de la nouvelle, tu parles du roman, tu parles du scénario. Alors, le scénario de série et le scénario cinématographique, c'est encore autre chose, d'un long métrage, pour être plus précis. Euh, c'est des... Faut se former, en fait. Tu te formes, tu apprends. Et effectivement, il faut juste... ce que je te disais au début de notre discussion, c'est que j'ai fait des raccourcis. Et en faisant des raccourcis, bah, je me suis rendu compte que non, c'est beaucoup plus laborieux et que l'apprentissage, il est plus long aussi. Donc, c'est pas... On n'a pas besoin d'avoir peur, c'est juste des formats complètement différents et avec lesquels on peut effectivement... sur le théâtre, j'ai pas répondu tout à l'heure, mais quand tu disais c'est une succession pour toi de dialogues, je pense que le théâtre, t'as lu beaucoup de pièces aussi. Alors, tu veux l'histoire? Ouais, voilà, c'est pour ça, parce que, pardon, juste avant que tu enchaînes, Vas-y, c'est vas-y. aussi ça. C'est que ton rapport au théâtre, t'es peut-être à l'aise et c'est quelque chose que tu portes. Donc, bah, je t'écoute par rapport Ben, à... non, Non. Ok. non. Non. Parce que je sais pas si j'ai déjà dit ici, mais moi, je me mets à écrire du théâtre parce que je tombe sur un film. Hmm. Enfin, on me fait découvrir un film qui s'appelle Le Prénom. Ok. J'ai déjà dû le raconter, mais bon, bref. Je tombe sur un film qui s'appelle Le Prénom. C'est une pièce de théâtre avec Patrick Bruel. Mhm. Mais je tombe sur l'adaptation cinématographique. Mhm. Moi qui suis un geek, je me renseigne. Je me rends compte que c'est une pièce de théâtre. D'accord. Du coup, je cherche la captation. J'arrive à trouver la captation. Je me rends compte que c'est adapté mot pour mot. D'accord. Tu vois, vraiment mot pour mot. Ok. Et c'est adapté mot pour mot parce que ceux qui ont réalisé le film sont ceux qui ont écrit la pièce. Mhm. Tu vois. Euh, Mathieu Laporte, je crois, Alexandre de la Patelière. Et bref. Je me dis, waouh, c'est fou cette langue, cette instantanéité, ce rapport aux mots, les dialogues, comment ils se renvoient, waouh, ça me percute, Ouais, tu ouais, vois. ça résonne. Sauf que moi, à ce moment-là, je n'ai jamais lu de ma vie une pièce de théâtre. Et tu Clairement. lisais beaucoup, pas du tout? Je reprenais la lecture à ce moment-là. D'accord. Je reprenais à peine la lecture, tu vois. Mais pas des trucs très, très, très profonds. Mais quand tu dis tu reprenais la lecture, c'est que ton rapport avant à la lecture, il a été un C'est moment... que jeune, très D'accord. jeune, moi, je Ouais. lisais. Ouais. Jusqu'en sixième. D'accord. Je lisais. Ouais. Et toute l'adolescence, j'ai lâché. Mhm. Et je reprends ça. À ce D'accord. moment-là, peut-être D'accord. 10 ans après, en fait. Ok. Tu vois, facile, 10 15 ans Mmh. après, je reprends la lecture. Mais je te dis, je balbutie, je démarre comme ça, tu vois. Mmh. Et en fait, du coup, je reprends en fait un intéressement à tout ce qui est en rapport aux mots. Voilà Mm. pourquoi je me remets à regarder du cinéma Mm. et on me dit, regarde ce film-là. Je dis, bon, je vais T'es regarder, tu curieux, vois. ouais. Ouais. Et ce qui me frappe en premier lieu, c'est le texte. Tu vois, c'est vraiment ça qui me parle. Et du coup, qu'est-ce que je fais, moi? Et je me dis, putain, c'est ça que je veux écrire. Et je me remets à l'écriture à ce moment-là. Je Ouais. commence à essayer d'écrire un petit truc, une petite autobiographie, un roman fictionné, je sais pas à ce que je démarre, Ouais, tu ouais, vois, mais mais en bon, tout cas, il y a quelque chose. il y a quelque chose. Mm. Je me dis, bah, en fait, c'est ça que je vais écrire. Je vais écrire du théâtre. Sauf que je te dis, j'ai jamais lu Mm. ni vu de théâtre de ma Mm, vie à ce mm, moment-là, tu vois. J'ai un souvenir lointain dans sixième où on m'avait fait lire L'île des esclaves de Marivaux, mais je me rappelle même plus. Juste, je me Mm. rappelais du titre, parce que ça avait marqué, c'est les autres que j'avais lus, tu vois. Ouais. Du coup, je vais à la librairie. Je me dis, je connais un nom en théâtre. Tout bêtement, c'est Molière. Je vais dans le rayon au théâtre.
je vois un Molière, le premier c'est le Misanthrope, je le prends. Et en fait, je le prends surtout pour voir les structures. Ouais, en Parce fait, que j'avais déjà tu entendu montais. parler de didascalie, d'actes, de scènes, nanana. Du coup, je le prends, je lis, et en fait, Molière, c'est pas si compliqué. Parce que vous pensez, genre, Shakespeare est 10 fois plus compliqué que Molière. Molière, dans la langue, c'est assez facile en vérité. Du coup, je le lis, ça me prend pas trop longtemps. Je vois scène 1, acte 1, je vois qu'en fait, il y a juste. C'est là où je te dis que j'ai vu cette facilité, moi. Je vois qu'au tout début, il y a la liste des personnages. Après, c'est marqué scène 1, le lieu, les persos, dialogue. Tac, 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 tac. Scène 2, le lieu, les persos, dialogue. C'est tout. Et quelques didascalies d'intention pour les acteurs. C'est tout. Je me dis, ah, c'est juste ça. Il me faut un sujet. Je me dis, bon, quel sujet? Je connais bien la prison, écrit sur la prison. Je trouve une histoire dans ma tête, bim, je me mets à écrire. Et tu vois, et ce qui m'a facilité, moi, c'est ce truc de, il y avait que des dialogues à écrire. Du Oui, coup, ça a évité que tu te brides. Et ça a évité que je me bride. ouais, ça, Tu vois? Et je me suis dit, après, c'est ma langue. Après, j'ai creusé mon histoire et tout, mais je me suis dit, en plus, c'est ma langue, c'est plus facile. Tac, c'est venu tout seul. Tu vois? Là où, quand j'ai commencé à vouloir écrire des scénarios, déjà, quand je me suis intéressé au scénario, avec l'expérience, je me suis pas lancé comme ça. Je me suis un peu renseigné. Et frère, c'était flippant. On m'a dit, comme tu m'as dit, il faut que tu fasses un synopsis. Après, un Oui, il y a synopsis des étapes. détaillé. Après, un traitement. Après, il faut que tu écrives le scénario. Après, le scénario technique. Ah. Ouah, j'étais en mode, ah ouais, c'est une entreprise de fou, frère. Je vais rebondir sur ce que tu dis, là où, par exemple, le travail qui a été fait avec Anne Mondois, il était intéressant. C'est qu'on n'a pas du tout... Elle a fait un travail au préalable avec la chaîne, mais le travail qu'on a effectué, c'était vraiment un travail d'écriture des épisodes, avec la réflexion de se dire, ok, on a cet épisode à écrire, qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode? On a parlé des personnages, et après, en parlant, en discutant, bam, bam, tu vois, sur le tableau des post-it, qui commencent à remplir et à faire l'épisode. Donc, on n'a pas été sur le schéma scolaire dont je te parlais, Ouais. le synopsis, le traitement, le dialoguer. Avant ça, tu as la Bible des persos, etc. Et là, c'est ce que j'ai aimé aussi dans ce truc, c'était vraiment, on était dans quelque chose de concret, parce que c'est vrai que ça peut te freiner. Tu vois, c'est aussi la réaction que tu as. Là où tu as tout libéré quand tu as voulu écrire ta pièce de théâtre, c'est que tu as pris une pièce de Molière, tu as observé, tu avais un modèle, bam, et tu as décliné, tout simplement, avec tes persos, ton histoire. Là où on peut avoir un frein en série, c'est que tu arrives, tu veux faire une série, mais une série, en fait, d'abord, il faut dire, ok, je vais parler de quoi, faut poser les choses, et après, tu peux avoir aussi des contraintes de dire, ah ouais, mais il faut un synopsis, il faut, même pas, je vais dire la note d'intention, il faut un synopsis, il faut un traitement et un dialogué, et les arches, et les bibles, etc., etc. Et je pense que c'est un métier, donc faut pas se leurrer, aujourd'hui, c'est accessible avec le web, mais ça reste un métier, donc il y a forcément ces contraintes, mais il faut d'abord penser je pense qu'il faut intégrer peut-être des équipes d'auteurs, et participer et évoluer par palier. Tu penses que c'est pas possible de, comme ce que moi j'ai fait au théâtre, de le faire de façon autodidacte et de tenter d'écrire son. Pas forcément pour une série, mais même pour un long, tu vois? C'est possible, tout est possible. C'est au contraire, faut pas se dire que c'est pas possible. Tu peux, mais après, aujourd'hui, c'est comme en fait, ce que tu me dis, c'est ce que j'ai fait dans une première phase. Cette première phase, elle a demandé beaucoup d'énergie parce que forcément, je suis passé par les commissions du CNC où j'étais lauréat, j'ai rencontré des prods, et quand tu es tout seul, parce qu'un projet, on me disait au départ quand j'ai commencé, ouais, tu sais, un film, c'est 3 à 5 ans. Je dis, mais c'est impossible. Une série, pareil. Mais non, c'est pas possible. Et ces étapes-là, je me les suis mangé, en fait. Vraiment, je les ai prises dans la gueule. Et je peux dire que aujourd'hui, faut sécuriser. Il faut rêver, il faut kiffer, faut aimer ce que tu fais. Mais en même temps, il faut être intelligent, il faut être, je dirais, fimeux, ça veut dire être technique aussi. C'est ce qu'on dit en boxe taille, il faut être fimeux, vraiment. Aujourd'hui, avec l'expérience. Parce que cette fougue que tu décris, je l'ai eu, et ça a duré mine de rien. Et je te dis, avec des opportunités, hein, ça a duré 10 piges. Et je me dis, waouh, c'est fou en fait. C'est important d'avoir, je pense, les bons conseils et la vision. La vision. Tu me tends une perche sur un truc sur lequel je vais revenir au début, Ouais. sur ce que tu as dit. Parce que tu es autodidacte, du coup, toi aussi. Tu Euh, vois? ouais, je regardais la définition d'autodidacte. Ouais, autodidacte, c'est quelqu'un qui passe pas par les institutions. Ouais. Donc j'imagine les diplômés, etc. Mais je pense qu'en réalité, je vais faire mon relou, hein.
on n'est jamais autodidacte. Parce que, certes, on ne passe pas, si on prend la définition d'autodidacte, c'est passer par les institutions, quelqu'un qui ne passe pas par les institutions, qui va se faire tout seul. Mais en réalité, c'est grâce aux rencontres qu'on se construit aussi. Et je ne sais pas si autodidacte, ça exclut les rencontres, mais je pense que c'est vraiment les rencontres qui nous permettent de Pour nous moi, ça construire. exclut pas. Pour moi, ça exclut pas. Pour moi, autodidacte, ça regroupe aussi le fait de... C'est un autodidacte peut se former. Tu Ouais, vois il ce que je veux apprend, dire? il se forme, il se Juste, forme c'est tout hors seul. des Ouais, institutions. bien sûr. Tu Ouais, te c'est formes... ça, donc on Ouais, est d'accord. tu te On est formes d'accord. tout seul. Ok. Après, évidemment, on en est la preuve, parce que Ouais, les gens ne c'est savent des pas l'histoire, rencontres. mais Ouais, c'est des rencontres. beaucoup de choses commencent par toi, pour moi, tu Exactement. vois. Ouais, après, c'est des rencontres Et comme. c'est Ouais. des rencontres, tu Ouais. vois. Et, mais autodidacte dans le sens où tu n'as pas pris de cours Non, pour non, faire non, ce que ça, tu on fais. est d'accord, on est d'accord. Donc, cette définition, C'est ouais, dans ce ouais, ouais, sens-là. ouais, bien sûr. Mais du coup, quand on a fait un peu de journalisme, qu'on a fait un peu de chronique, Mm, euh, quand on a fait des romans, mm. quand maintenant on fait du scénar, qu'est-ce qu'on pense de toutes ces formations? Parce qu'il y a beaucoup de formations nouvelles sur l'écriture artistique. Je dis artistique parce que il y a forcément les écoles de cinéma qui t'apprennent à écrire, Bien qui sûr. forment des scénaristes, mais ça c'est Mm, depuis longtemps. Mais tu as aussi, maintenant, tu viens de Sani, mm, à Paris 8, mm. tu as une Bien sûr. licence pour Ouais, ok. devenir Exactement. écrivain, auteur de Ouais, romans. ouais. Enfin, auteur, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? C'est très bien. C'est très bien. Alors, il y a deux choses. Parce que pour le coup, j'interviens à Paris 8. Et j'ai des étudiants qui me disent mais moi, je veux être scénariste et tout. Je leur dis bah, essaye de voir si tu peux pas faire la Fémis. En fait, de faire entre guillemets les écoles et de faire la formation théorique, c'est toujours un plus. Et même moi, hein, je peux te dire que là, quand je pourrais, je passerai des formations aussi. Parce que les formations, en fait, ça va permettre de formaliser ce que je fais intuitivement. Et il faut te structurer. Après, tu as aussi l'expérience. Donc ça, tu dois te former. Donc dire aux plus jeunes qui vont écouter notre échange qu'on peut faire tout seul sans passer, non, je dis souvent aux plus jeunes justement, formez-vous. Vous voulez faire ça, faites des écoles, etc. Maintenant, si vous passez pas par l'école, c'est pas un drame. Mais c'est mieux quand même d'être formé dans la mesure du possible. Après, on peut passer, si on passe pas par la porte, on peut passer par la fenêtre. Moi, j'ai un avis assez tranché sur les Vas-y, écoles. ouais. Parce que souvent, ici, j'ai critiqué tout ce qui est école. Ouais, je comprends. Mais en fait, tu vois, quand tu me parles de la Fémis et du cinéma, Ouais, c'est peut-être... Je peux comprendre un peu les beaux-arts et un peu les écoles de ciné. ouais. Parce qu'il y a des aspects techniques à Mhm. maîtriser. Ça, je peux comprendre. Mais tu vois, moi, cette licence d'auteur à Paris 8, elle ne m'intéresse pas du tout. Parce que moi, je pense là, quand je pense à auteur, je pense pas à auteur de scénario. Je pense Mhm. vraiment à auteur novelliste Bien ou sûr. romancier, tu Ouais. vois. Et Georges Sand disait écrire est un métier que s'apprend en écrivant, pas sur des bancs d'école. Alors, je suis d'accord, c'est comme pour le scénario, l'expérience, il n'y a pas mieux que l'expérience. Mais par contre, d'aller à Paris 8, d'être formé, de découvrir, d'analyser, etc., d'avoir ces clés, mine de rien, c'est quelque chose. Et après, en parallèle, t'écris, tu vois, c'est quand même, c'est sécurisé, bétonné, tout ce que tu veux. Après, attention, là où je dis faut mesurer les choses, c'est pas parce que tu n'as pas été à l'école, et j'en suis la preuve, Ah ouais. que tu ne peux pas écrire. Tu peux y accéder, tu peux le faire. Mais maintenant, c'est un petit peu, je vais te dire une bêtise, c'est un parallèle très peut-être lambda, mais un jeune qui rêve d'être ingénieur aéronautique, alors il te faut forcément les diplômes, bah, je lui dirais passe par la formation si tu le peux. Et peut-être que la comparaison n'est pas bonne, mais vaut mieux être formé. Et après, tac, ton expérience viendra. Et après, au-delà de ça, il y a autre chose. Je pense que les histoires qu'on raconte, elles viennent avec l'âge et la maturité. Je pense que à 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, j'aurais jamais pu écrire les histoires que je vais écrire aujourd'hui à 48 ans, à 45, à 40. Il y a aussi ça. Donc il y a je pense qu'il y a plusieurs choses qui font de toi un auteur. Il y a effectivement, il y a l'envie. Pour moi, quand tu racontes cette première pièce de théâtre que tu as écrite, il y a l'histoire de résonance et finalement le champ des possibles qui s'élargit et tu le fais. Et il y a aussi, je pense qu'il y a quelque part un, un truc qui t'a libéré et qui fait que tu ne te brides pas et tu ne t'arrêtes pas aux écoles. Et je dis, ça c'est très bien et c'est important parce que tu peux te former aujourd'hui et tu as cette curiosité. Donc à partir du moment où tu as la curiosité, forcément ça va aller dans le sens de s'enrichir et de comprendre, décortiquer. Et finalement, tu es ta propre école, entre guillemets. Mais à côté de ça, faut pas,
faut laisser aussi la possibilité de se dire à des auteurs les plus jeunes, hein, je pense toujours aux plus jeunes, de se former, c'est bien aussi. C'est pas gênant, mais attention, c'est pas le but n'est pas de comment dire, d'exclure en fait. Je dis c'est important d'avoir les bagages, d'avoir la théorie, et après ça c'est toujours un plus. Maintenant tu la passes, tu pourras composer avec. Mais aussi, pourquoi moi j'ai cet Peut-être. avis sur l'école? Ouais. C'est parce que, alors, déjà pour reprendre ton exemple, la différence avec un ingénieur aéronautique, Mm. c'est qu'il a besoin de bases très techniques à la Oui, base. oui, c'est pas le bon exemple, j'ai Tu déconné. Non, Mais j'avoue. il y a plein de métiers pour lesquels c'est le cas. Tu as besoin de Ouais, bases très ouais, techniques. Où tu peux pas juste être un artiste de l'ingénierie, tu vois, ça n'existe ouais. pas. Euh, Première chose, euh, je- est-ce que, c'est une question, Mm. est-ce que tu aurais écrit les premiers romans que tu as écrits si tu avais fait une formation? Non, Dans le sens où non, est-ce que ça aurait été les mêmes? non, 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 pas du tout. Bien évidemment, je me serais Tu pas. En vois? fait, l'avantage là où. Ouais, ouais, je vais me contredire. L'avantage, c'est quand je suis arrivé, je me suis posé aucune question. J'ai écrit mon bouquin. Alors, j'étais accompagné par un éditeur. Ça aussi, c'est important de le dire. À l'époque, c'est Moisson Rouge, c'est un éditeur indépendant. Hector Paoli avec Guillaume. Et les mecs, en fait, ils m'ont accompagné. J'ai réécrit 4 fois mon bouquin. Tu vois, ils m'ont quand même challengé, ils m'ont fait bosser. Et c'est le travail qui a été fait. Et encore une fois, moi, c'était ce truc de je veux écrire, je veux faire. Et c'était du tout de suite. Et eux m'ont canalisé, m'ont fait bosser, etc. Donc j'ai été accompagné, tu vois, je n'ai pas fait ça tout seul. En même temps, l'avantage d'avoir travaillé avec eux, c'est qu'ils trouvaient dans l'énergie que j'avais, le fait de traiter Saint-Denis, que je voulais faire du polar, etc. Putain, les mecs qui kiffaient et ça a créé il y a eu une alchimie. Donc pour le coup, j'étais dans cette idée de créativité, de parler de la périphérie et de ce langage avec ce langage. C'est vrai que j'étais hyper libre. Et peut-être que je me serais interdit des choses si j'étais passé par un autre chemin. Peut-être. C'est ça la première chose, tu Ouais. vois. Et la deuxième chose, c'est que tous les auteurs qu'on connaît, des plus connus aux moins connus, ceux qui ont commencé jeunes ou moins jeunes, et même pour les grands auteurs classiques, hein. Et toi qui as un peu de culture, tu m'arrêteras si je dis des Mhm. bêtises, mais ils ont fait aucune école qui les a formés à écrire. Même si tu reprends des auteurs classiques, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs classiques qui sont de familles aisées, et je te parle de ça parce qu'à l'époque, ça comptait. Tu vois, au Ouais, 19e c'était les siècle, au nobles 20e, aussi. Ouais, mais ça après, comptait, c'était. tu vois. Ouais. Genre, Victor Hugo, il a Mhm. une éducation, une vraie éducation scolaire pour pouvoir faire ce qu'il a fait. Ça comptait, mais on lui a pas appris à écrire. Non, non, Tu mais vois ce que je veux dire? Alors, là, ce que tu dis est intéressant, ouais, c'est clair. C'est que tu as quand même. Ce qui va opérer, je pense qu'il y a un rapport à la langue, une vraie maîtrise de la langue, etc. Et c'était des gens qui avaient ce bagage Hmm. et qui, après, en ayant ce bagage, étaient des intellectuels parce qu'ils étaient capables tu prenais l'exemple d'Hugo ou on prend Zola, c'est des gens qui étaient capables à la fois qu'avaient cette maîtrise, qui aurait pu être d'une autre. Qui aurait pu ignorer les milieux modestes, mais qui avaient cette capacité à aller se documenter, à être proche aussi. Hmm, hmm. Et je dirais le côté terrain, que ce soit Germinal ou Les Misérables et tout ce que tu veux. Ouais. Donc il y a quand même, tu parles de grands auteurs, mais avant d'être un auteur, ou en tout cas de devenir un nom, c'est quand même des gens qui ont une base. Et c'est un peu ça ce que je voulais dire, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, tu veux être scénariste, tu connais entre guillemets, je dirais la street, ok, c'est cool. Mais si tu as les bases, les mêmes personnes, celles qui ont les bases, une qui a les bases et une autre qui a le truc d'instinct, tu verras un décalage. Après, effectivement, là où je vois ce que tu soulignes, c'est. Alors, pour rester sur l'exemple d'Hugo que tu citais, il y a. Tu dois être un auteur, c'est comme ça et tu le seras. Ouais. Mais tu as déjà des bases. Et c'est un peu sur les bases, moi, que tu vois, sur la théorie, c'est important de se dire aujourd'hui, euh, il faut avoir les bases, mais peut-être que ça dépend des générations. Parce Ouais. que peut-être que toi, tu as les bases avec ton expérience de vie, avec ta curiosité. Et choses que peut-être les générations d'aujourd'hui ont besoin pour se nourrir, pour pouvoir passer aussi un cap. Et Je j'espère vois. que je fais pas du Vandame dans ce que je Non. raconte. Ça va. Non, non, parce que je vois, je suis en train de... Mais non, t'inquiète, de mais pas- c'est pour ça qu'on est là pour Ouais, réfléchir ensemble, tu ouais. vois. Et moi, je fais l'avocat du diable, mais c'est pas pour ça que je suis pas d'accord avec toi. C'est Non, juste que oui, après c'est un échange, il n'y a, ouais, tu y a pas vois, d'enjeu. j'essaie de creuser pour comprendre, parce Complètement. que c'est aussi des questions que je me pose à moi. Ouais, c'est normal. Parce que Ouais. moi, je te dis, j'ai un avis, je sais pas, j'ai fait Faut un pas espèce... fermer la porte en fait. Pardon, tu sais, je vais te dire un truc, Dixon. C'est que là où
je prône un truc, c'est l'ouverture. Et l'ouverture, autant on doit savoir d'où on vient, on doit avoir nos codes, mais il faut toujours laisser la porte ouverte parce que des gens qui viennent d'autres environnements nous enrichissent aussi. Et c'est cette ouverture qui crée des trucs improbables en fait. Donc c'est pour ça aussi que je suis pas, et je sais que tu as aussi cette ouverture, hein, je pense qu'on est des personnes apaisées, mais pour le coup c'est pour ça que je suis toujours, tu vois, j'ai cette porte ouverte. On peut se dire ouais mais le mec il est lisse, mais parce que je sais qu'en ayant une ouverture, c'est toujours plus riche. Même dans nos histoires perso, c'est la même chose. Ouais, Après, voilà, ça reste mon point de vue. Ouais, mais je suis d'accord avec toi totalement. Mais il y a un truc, il y a un point que j'ai pas souligné aussi, et qui est en vrai pour moi le vrai point, ce qui me fait vraiment peur dans ces formations. Et je le vois, pour revenir au cinéma, tu vois, je le vois avec les gens qui ont fait des écoles de cinéma. Tous mes potes qui ont fait des écoles de cinéma, et en fait j'ai noté ça à la base des bases, j'ai noté ça quand moi je suis rentré à la fac en philosophie. J'ai noté, tu sais, moi je suis parti, ça démarre toujours bêtement moi dans ma tête, tu vois. Je suis un peu comme un enfant, je me pose des questions très bêtes et je vois comment ça se passe. Et je découvre la philosophie et on me dit tout bêtement, la philosophie c'est la réflexion. Tu réfléchis à un sujet et tu essaies de trouver des réponses en réfléchissant de plus en plus. Ok. Je rentre à la fac et je vois qu'en fait, il y a un corpus comme ça à apprendre avant de tenter de réfléchir. D'échanger, ouais. Alors qu'en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à la fac, on forme des profs de philo. Et dans tout ça, il y en a quelques-uns qui s'extirpent et qui disent « Ok, moi j'ai assez appris, je vais tenter une théorie. Et je vais tenter une thèse philosophique. Et là, tu deviens philosophe. Sinon, avant ça, tu n'es que prof de philo. Et, mais, en fait, on les bourre tellement comme des oies que c'est très dur de devenir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit philosophe aujourd'hui, c'est des commentateurs de philosophie, c'est des commentateurs de thèses philosophiques, tu vois. Mais c'est pas des philosophes. Et j'ai beaucoup de potes à moi qui ont fait des écoles de ciné dans différents domaines. Ils ont ce que j'appelle moi une tare. Hein. Ils ont cette tare-là. Ils vont te citer les références extrêmes du cinéma, des Lumières jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Tous les films. En plus, toujours, comme ils ont fait des écoles de ciné, ils regardent jamais Avengers, ils regardent toujours des films coréens en noir et blanc des années 52 que personne ne connaît, mais ils te disent oui, mais ce plan-là, ce truc, nanana. Toi, tu leur dis je regarde Terminator, ils disent t'es un débile. Ok, bon, c'est pas grave. Tu vois, puis il y a une forme de mépris. De mépris, mais pas de mépris, mais genre de ça, c'est la culture cinématographique. Tu vois, et ils s'en rendent pas compte. Parce que j'ai des potes à moi, c'était très proche. Ils vont se sentir agressés si je dis ça. Mais je sais qu'ils s'en rendent pas compte. C'est parce qu'ils sont bassinés, tu vois. Et qu'on leur fait voir tout le cinéma dans son entièreté, qu'ils découvrent des trucs et que ça crée une curiosité chez eux et qu'ils se disent ah, c'est ça peut-être le vrai cinéma, faut aller vers ça. Pour eux, genre Terminator ou Avenger ou Rambo, ce que tu veux, pour eux, c'est pas du cinéma. On a aspiré l'essence qu'est le cinéma, tu vois. Le cinéma, c'est la nouvelle vague, il est fait noir et blanc, tu vois, bref. Sauf que c'est des gens qui te parlent que en nommant. Il n'y a rien qui sort d'eux instantanément. Ouais. C'est ça qui me fait peur, moi, tu vois. Et moi, je me suis rendu compte de ça, je finirai là-dessus, tu vois. Après ça, c'est après que j'ai commencé à me cultiver, c'est après que j'ai repris les études, après avoir écrit cette pièce, tu vois, c'est après que j'ai repris les études, c'est après ça m'a ouvert la porte du théâtre, du coup je me suis intéressé au théâtre, j'ai lu vraiment Molière, j'ai lu des pièces, j'ai été voir du théâtre classique, moins classique et tout, tu vois. Et il y a un moment, il y a un truc qui s'allumait dans ma tête, je me suis dit, est-ce que je me suis pas... C'est dur de dire ça comme ça, mais c'est pour caricaturer, tu vois. Est-ce que je me suis pas un peu auto-saboté? Je suis trop cultivé maintenant, peut-être. Tu vois, et je suis trop écrasé. Excuse-moi. Tu vois, et je suis trop écrasé. Et en particulier, ça m'a fait ça parce que je suis devenu fan d'un auteur qui est Camus, et qui est pour moi l'auteur par excellence, parce qu'il faut savoir que Camus, peut-être je l'ai déjà dit aussi ici, mais c'est pas grave, c'est un plaisir de parler de Camus, mais ouais, de partager Camus ça. a écrit du théâtre, de la philosophie et des romans. Dans une langue qui était simplissime, mais qui était profonde, bref, Camus est un génie. Mais tu vois, et il y a un moment, je me disais, putain, j'aimerais bien écrire comme lui. La limite entre j'aimerais bien écrire comme lui et j'écris comme lui, pour moi, elle est très fine. Tu vois, écrire comme lui dans le sens, j'aimerais bien toucher ça. Tu vois, toucher cette simplicité, mais cette profondeur en même temps. Ouais. Et le moment, et la limite entre ça, cette idée-là est limitée, elle est très fine pour moi. Et c'est ça qui me fait peur, moi, avec toutes ces écoles et ces formations. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, c'est intéressant ce que tu soulignes sur Camus. C'est qu'effectivement, on peut
ça peut être en fait une écriture inspirante et non pas nous amener à tout simplement copier. Et c'est intéressant. Maintenant, tu sais, une école de ciné, c'est une histoire d'ouverture. T'as plein de gens, moi j'ai déjà bossé, je pense à une personne en particulier, tu bossais avec, c'était un co-auteur. Le mec, il t'étalait sa culture. Ouais, mais j'ai lu ça. Ouais, mais non, mais t'as pas lu ça, etc. Mais tout ça, c'est de la culture. En fait, c'est toi qui s'enrichis. C'est pas censé non plus mépriser les autres et avoir des rêves. Chacun sa lecture des choses. Maintenant, ce qui est important, c'est en fait l'auteur, ce qu'il a à raconter, comment il va traiter un sujet. C'est toute cette matière, toute cette profondeur. Comment tu vas poser les choses. Et tout le reste, c'est uniquement de la culture. Et la culture, c'est simple. C'est comme un verre. Tu peux la remplir. Tu peux le remplir, tu vois et tu peux te cultiver. Mais la culture, c'est pas ton âme, c'est autre chose. Tu vois, et c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu fais une école de cinéma, c'est pour apprendre quand tu vas regarder tel ou tel scénariste ou réalisateur, étudier, pardon, bah, tu vas pas le faire pour devenir lui. Tu t'enrichis en fait, tu t'enrichis, tu apprends, et de là, à un moment, tu as ta vision qui va s'exprimer et qui va s'enrichir et que tu vas expérimenter. Mais faut pas avoir peur en fait tu le dis toi-même, hein. Tu sais qu'il y a une frontière entre devenir une copie et avoir cet équilibre, cette justesse, mais tu le dupliques aussi. Ça, rien ne t'empêche de faire des écoles et d'être toi-même. Maintenant, effectivement, tu as des gens, et c'est là où j'en vois beaucoup, hein, des gens qui font des écoles et qui font des écoles en ayant une espèce de plafond de verre qui est ah, lui, c'est mon modèle et je veux devenir lui. Et si je peux pas devenir lui, je serai personne. Bah non, en fait, c'est pas ça. Tu deviendras toi. Et ce qui t'a inspiré va t'enrichir. Mais pas. Voilà, ça, après, c'est encore une fois, tu parlais de philosophie, là, tu rentres clairement dans de la philosophie. Est-ce que tu es toi-même ou tu veux devenir quelqu'un que tu ne seras jamais parce que tu ne remplaceras, tu n'arriveras jamais à être cette personne. Tu vois, il n'y en a qu'une. Mais je parle de ça parce que je parle aussi du style, tu vois. Et pour moi, c'est à ce moment-là précis, c'est mon avis, hein, mais c'est à ce moment-là précis que tu te rends compte de est-ce que tu as copié ou pas. Parce qu'il y a ce truc aussi, tu vois, là, on parle de ça, on théorise ça comme si c'était conscient. Tout ce que je dis là, pour moi, c'est inconscient. Oui, et c'est ça le pire. Oui. C'est que, tu vois, moi, j'ai eu cette réflexion qui s'allumait dans ma tête par rapport à Camus. Parce que, je sais pas, je réfléchis beaucoup peut-être, tu vois. Mais peut-être qu'inconsciemment, j'aurais pu commencer à tenter, parce que j'aurais pas écrit comme lui forcément, mais tenter d'écrire comme lui sans m'en rendre compte. Ouais, tu il vois. peut t'inspirer. Et c'est ça qui fait peur pour moi. Tu vois. C'est juste sans te rendre compte, commence à mimer. Tu vois, je sais pas, un peu comme un enfant qui mime son père sans s'en rendre compte en fait, tu vois. Franchement, je crois qu'il y a un adage qui dit la peur n'évite pas le danger. Fais-toi ton kiff, exprime-toi et je pense que faut faire les choses en fait. Après, effectivement, faut toujours se poser les bonnes questions. Mais en réalité, la vie elle est courte. Faut vivre les choses, faut avoir les sensations, qu'elles soient dans l'écriture ou ailleurs. Et éclate-toi comme tu le fais. Après, je pense que tu te poses des questions, mais c'est pas forcément des questions qui vont te brider, c'est plutôt des questions pour essayer de, en tout cas quand tu te lances, tu veux le faire avec justesse, et pas, tu veux pas tomber dans un travers d'être une copie en fait. Non, moi de non. te perdre. Moi, je tente de ne pas le faire, tu vois. Et tu vois, quand je ressens ça par rapport à Camus, bah, j'arrête de lire du Camus et ça va me libérer d'un truc, exactement. Tu vois. Donc je sais, mais c'est des questions qui me sont venues en me cultivant. C'est pour ça que je les pose là. Mais c'est bien de se les poser, c'est très important. Parce que tu vois, la question, c'est de se dire, tu veux garder, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, tu veux garder ton être, ton âme, et pas essayer de devenir une copie. Parce que de toute façon, les copies, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Les copies, ça va 2 minutes et on te le renverra et on le sentira. Après, tu peux avoir des inspirations et ça peut construire, enrichir ton écriture. Souvent, quand j'interviens, je dis auprès dans des ateliers d'écriture, pour se trouver, essaie de voir quel est l'auteur qui te correspond le plus. Et à partir de cette voix, de cette lecture, bah, essaye toi de te trouver. Et tu vas composer. Voilà, effectivement, il faut surtout se dire que quand tu parlais tout à l'heure de philosophie, notre réflexion, notre créativité, il faut qu'on la sorte de nous. Et pour la sortir de nous, c'est le vécu. C'est pas... voilà, si maintenant tu le prends de l'extérieur et c'est quelque chose que tu dupliques, qui n'a pas ton âme, ça n'aura aucun goût. Aucune valeur, saveur. Exactement, en plus. Et toi, tu n'étais pas inspiré par des auteurs quand tu as commencé ? Alors non. C'est ça qui est assez marrant. J'ai pas eu de...
J'ai pas eu de... Tu lisais ou pas déjà? Ouais, je lisais, j'ai toujours lu. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai toujours lu pour, plutôt, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour me documenter. J'ai jamais... c'est un peu comme quand je regardais des films, en fait, je suis toujours en train d'analyser, tu vois, de me poser des questions. Donc, donc voilà, et quand j'ai commencé le roman policier, en fait, j'ai surtout voulu me renseigner sur les auteurs français. Il y avait un auteur qui revenait souvent, c'était Pélécanos. Tu vois, donc c'est un auteur américain qui écrit sur Washington, qui vit un peu, on pourrait, entre guillemets, hein, euh, il y a des similitudes, tu vois, c'est pas un mec de quartier, mais il écrit les quartiers parce que il a une sensibilité, et d'ailleurs, il a écrit dans The Wire, je crois, un Pélécanos, en plus d'être romancier. Ça, c'est un truc, tu vois, c'est une forme de mimétisme au début. Bah, je prenais Pélécanos, et en plus, je crois que Pélécanos a même fait des lectures de ses livres avec des musiciens. Ok. Donc, tu vois, il y avait des choses, mais il est beaucoup plus vieux que moi. Je crois qu'on a peut-être 10 ans de différence. Et voilà, après, bon, bah, des gens aussi qui m'intéressaient, il y avait tu as Dominique Manotti, qui est une historienne, qui est romancière, qui fait pour le coup du roman policier, mais à portée sociale, et qui a enseigné d'ailleurs à Saint-Denis, qui est hyper intéressante. T'as Daninx, donc tu vois, j'ai regardé, j'ai lu, mais c'était pas mes codes, c'était pas mon environnement, et ça me permettait de voir, en fait, si tu veux, c'était un peu de tracer un paysage de ce Mhm. qui se faisait. Après, en auteur, non, j'ai pas de rêve, quoi. Je lis par curiosité. Je lis vraiment par curiosité. Ok. Donc tu te sens pas écrasé par ça, toi, du coup, dans ton cas. Non, parce qu'en fait, c'est aussi ce qui m'inspire, c'est la vie. Tu vois, c'est d'intervenir dans tel environnement, des rencontres. C'est vraiment la matière vivante, moi, qui me stimule. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. L'une des forces aussi, des chances, forces et chances que j'ai eues, c'était d'avoir comme matière la ville de Saint-Denis. Tu vois, c'est une ville de plus de 100 000 habitants, avec des profils complètement différents. C'est pour ça que ça a été peut-être le personnage principal d'eux. Et c'est, quand tu parlais d'inspiration, c'est pas des auteurs qui m'ont inspiré, c'est une ville. Et pour beaucoup, beaucoup te diront d'auteurs, ben, c'est telle ville qui m'inspire. Ouais, ça a été Saint-Denis. Si tu Mhm. veux, ma muse, c'était Saint-Denis. Donc, j'ai pas eu de modèle d'auteur, et ça m'a évité de les sacraliser. Donc, voilà, et à côté de ça, rien ne t'empêche de te cultiver, de t'évader, plus ou moins. Je dis évader parce qu'après, il faut réussir à rentrer là-dedans. Ouais. Et pour le coup, en réalité, quand t'écris, c'est ce que ça rejoint ce que tu disais sur Georges Sand. En fait, la meilleure des choses, c'est quand t'écris. Quand t'écris, tu vis, tu remanies ton texte, c'est une pâte à modeler, tu vas pas forcément t'amuser si tu réussis pas à prendre de plaisir, mais en tout cas, tu vas avoir un rapport à ça où tu seras pas lecteur. Et à côté de ça, quand t'écris, je pense que tu peux être très bon lecteur parce que tu peux être critique aussi. Mhm. Du coup, tu me parlais de t'amuser. Est-ce que toi, tu as un rapport. Souvent, je dis douloureux, mais je sais pas si c'est bien compris quand je dis Ouais, je douloureux. comprends ce que tu veux dire. C'est parce que l'exercice de l'écriture, parfois, il peut être compliqué. Hum, Tu es face à ta feuille, tu as des hum, trucs à hum, écrire, tu as des idées, mais t'as pas hum, les mots qui vont hum, avec. Ça peut être douloureux. Est-ce que hum. tu ressens ça, toi, parfois? Non, la seule. Tu sais, quand on me parlait de ça au début, je disais, mais c'est un cliché, etc. Pourquoi? Parce que j'ai toujours écrit avec un certain détachement. Quand je te parle de la ville de Saint-Denis, quand je travaille sur des personnages, etc., ça reste. Il y a beaucoup de distance. Alors là où c'est intéressant, cette histoire de texte qu'on doit poser, c'est effectivement, ça peut être douloureux quand c'est de l'ordre du perso. Tu vois qu'il y a le côté thérapeutique, c'est très cliché ce que je veux dire, mais ça fait quelques années, je vais dire ouais, 5, 6 ans, que je veux écrire un livre perso, dont j'ai déjà le titre, qui concerne la mort de mon frère. Quand j'avais 18 ans, je perds mon frère qui a 17 ans. C'est un truc qui est souvent revenu dans mes bouquins. J'en parle dans la petite cité parce que c'est mon histoire. Mais même dans mes persos, il y a un truc ça tourne autour de ça. Et ce livre-là, il est super galère à écrire. Parce Pourquoi? que, parce que c'est perso, parce que ça te met une pression, parce que tu sais, t'as un rapport il y a un rapport viscéral à l'écriture. Et là, on commence à s'approcher de ce que tu disais, du côté douloureux. Après, quand tu es sur des trucs où tu dois mettre en place des persos, tu peux t'attacher à tes persos, mais tu t'amuses. Tu Ouais. le fais mourir, non, il va pas mourir, etc. Tu peux comparer ça aux séries, on peut parler de Gomorrah si tu veux. Donc c'est complètement différent. Mais quand c'est quelque chose de perso, ça te tient à cœur, il y a de l'affect, il y a toutes ces choses-là. Là, ouais, on rentre dans quelque chose de sensible, pour ne pas dire douloureux, de Ouais. sensible, de très sensible. Et c'est Ouais. intéressant, et c'est ça la magie d'écriture, hein.
la magie de l'écriture, c'est de se dire, ok, je vais écrire du scénar, je fais de la série, je fais du long métrage, je fais du roman, je fais de la nouvelle, je fais du théâtre. Mais quand tu dois vraiment parler de quelque chose qui te tient à cœur, ça prend une puissance, ça prend aussi une portée que tu... Est-ce que tu vas la lâcher ou pas? Et ça, Mm. c'est la force de l'écriture. Mm. Alors là, on est tellement d'accord parce que, tu vois, moi je dis que j'écris jamais sur moi. Mhm, Jamais de trucs perso. mhm, Jamais, jamais. ouais. En même temps, tu sais très bien, je vais dire un artiste au sens large, même pas seulement un auteur, mais un artiste au sens large, il met toujours un peu de lui partout. T'es obligé, ouais, c'est Tu ton vois, âme. comme dit, Ouais, complètement. l'histoire de ton frère, elle est un peu partout Mhm, dans tes livres, elle traîne quelque exactement, part sous voilà. différentes formes. Mhm, Moi, c'est pareil, il y a des bouts de moi, tu vois. Mais je dis que j'écris pas sur moi parce que, par exemple, quand j'écris sur la prison, toujours on m'a demandé est-ce que c'est toi, ce mhm, personnage, est-ce que c'est ton histoire? mhm, J'aurais pas écrit, ça serait moi. ouais, Et j'aurais jamais écrit cette histoire-là. J'aurais ouais, jamais fini de l'écrire. ouais, ouais, Tu vois, je comprends. non, c'est un patchwork de. Mhm, Il y a, j'avoue, dans mhm, ce perso, il y a un peu de moi. mhm, Mais c'est un patchwork de plein de persos, des gens que j'ai mhm, rencontrés, des trucs mhm, que j'ai vus, mhm, qui font cette histoire. Sinon, parce que pareil que toi, c'est mhm. très sensible pour moi Ouais, d'écrire ouais, je sur moi. comprends, ouais, je Tu comprends. vois, je dis toujours que peut-être qu'un jour j'écrirai une biographie, un peu comme tu as écrit dans La Petite Cité dans la Prairie, tu vois. Mais je crois que ça arrivera à la fin, où Ouais, j'aurai réglé un truc avec moi Ouais, profond, où je serai apaisé, ou je sais pas. Ouais, Parce que là, écrire profondément sur moi, c'est trop sensible. ouais, ouais. Tu vois. Mais tu sais, le travail de thérapie, le travail de thérapie, il passe par l'écriture. Quand tu fais un vrai travail de thérapie, tu vas voir un spécialiste avec qui tu vas poser des choses, vous allez tirer un fil, et après tu restitues ça à l'écrit. Et quand tu restitues ça à l'écrit, tu sens que ça c'est fleuve. Et puis en même temps, tu as des émotions, c'est hyper riche et tout, c'est touchant. Donc forcément, quand il y a du perso, le lecteur, il le ressent, il se mange une claque. Tu sens cette puissance. Et dans La Petite Cité, en fait, La Petite Cité, quand je te disais qu'il ne devait pas être écrit, c'est qu'à la base, il a été... c'est un truc perso. Et c'était mon album photo avec des mots par rapport à une période que je voulais pas effacer de ma life, en fait, que je voulais juste pas perdre. Et il s'avère que de fil en aiguille, je me suis retrouvé à l'éditer sans réfléchir aux conséquences Hmm. et d'un livre en plus qui n'était pas abouti. Et tu vois bien que le problème de l'écriture, quand c'est perso, tu te dévoiles aussi. Et ton intimité, t'as pas forcément envie de l'exposer. Ouais. Au-delà, en plus, il y a l'intimité, mais il y a aussi il y a cette force aussi qui est invisible. Donc, c'est intéressant ce que tu disais, hein, de dire, bah, à un moment, j'aurais envie d'écrire, de partager peut-être ça. Mais, euh, mais ouais, c'est quelque chose de compliqué. Ça ramène à cette notion de l'écriture. C'est pas un... Ça peut être douloureux quand ça te concerne. Et finalement, est-ce que tu le partages ou pas? Après, c'est une histoire Ouais. de choix. Et juste petite Hmm. parenthèse, mais parce que je veux pas trop rentrer là-dedans, mais Ouais. quand tu parles d'intimité avec ton écriture et tout, et de dévoilement, c'est que forcément, quand tu parles de toi, toi qui interagis dans un monde, tu dévoiles un peu des autres qui sont autour de toi. Et Mhm. de vrais gens, pas de Ouais, personnages. bien sûr. Et ça aussi, c'est hyper dur à affronter. Moi, c'est ça, tu vois. Je te disais, par exemple, peut-être que j'aurais un truc à apaiser ou régler chez moi. Mhm. Parce que peut-être que tout n'est pas réglé chez moi ou autour de moi, avec Mhm. moi, mes Ouais, je interactions, comprends. tu Ouais, vois. ouais. Et du coup, balancer. Tu sais, j'ai beaucoup de respect Mhm. pour, euh, pour les gens. Tu vois, par exemple, là, je dois lire un livre d'Édouard Louis. Mhm. Oui. Son deuxième ou troisième livre que je dois lire, pas le Mhm. premier. Mais tu vois, c'est un auteur qui vient du nord de la France, qui Mhm. vient d'Amiens en plus. Ouais, je connais bien son histoire. Et pour les gens, c'est un auteur qui vient du nord de la France et qui est sorti de terre en écrivant un livre sur sa famille Mhm. et lui, son rapport en Mhm. tant que personne gay dans un milieu Mhm. ultra populaire dans le nord de la France. Mhm. Et ça lui a valu beaucoup de problèmes Bien avec sûr, son entourage forcément. Ouais, quand il ouais. sort ce livre. J'ai beaucoup de respect pour ce mec Mhm. par Ouais, rapport à ça, après, tu vois. ouais. Après, lui, je pense que c'est... Pardon, il y a plusieurs choses dans sa trajectoire. Il y a le fait d'écrire, il y a un exutoire. Je pense que c'est aussi quelque chose de très violent que lui, il apporte dans son écriture, dans ses ouvrages. Et après, il y a autre chose. Il y a le changement de classe sociale pour lui. Ouais, Tu vois, ouais. t'as pris un exemple qui reste, qui est assez, c'est un 360. T'as à la fois le perso qui, euh, qui vient d'un milieu, bah forcément il est rejeté, il te parle de ça, et après il y a l'évolution, et puis ça suit. Donc là, l'exemple que tu donnes, ouais, c'est un exemple, quand je dis extrême,
Ouais, ça illustre complètement le fait de l'écriture, comment l'écriture, elle te permet de revendiquer et comment elle peut permettre d'extraire d'un milieu dans lequel tu n'as jamais été en phase. Tu vois, Hmm. Hmm. j'allais utiliser un terme, euh, et il incarne ça, hein. Tu sais, quand tu écris, ben, on te voit comme quelqu'un de perché. Et si en plus tu écris, tu dénonces des choses, mais Ouais, ça creuse un fossé incroyable. ouais, Et effectivement, il faut t'attendre à ce que tes proches te tombent dessus. Ça fait partie du truc, ouais. parce que tu es concerné. Et combien il y a d'auteurs qui ont écrit des livres où ils mettent leur famille, et ta famille, elle se retourne contre toi. Hmm. Au-delà du succès du livre, il y a aussi les choses sur lesquelles tu vas appuyer. Donc ouais, c'est vrai que c'est des questions à se poser. Hmm. De se dire qu'est-ce qu'un livre peut créer comme tension en fonction de ce que j'y raconte et de qui et de ce que j'évoque. Ouais. Ouais, c'est impressionnant. Puis t'as vu, tu vois tous les livres aussi où t'as des histoires de viol, d'abus qui sont dénoncés. Purée, c'est fou parce que ça doit être Un ça doit raz-de-marée. exploser. Ouais, Ouais, c'est un truc, c'est impressionnant. ouais. Euh, Il y a aussi une question que je me pose, c'est, tu vois, tu m'as dit que ton aspiration, enfin c'est vrai que moi, les ouvrages que j'ai lus de toi, Mhm. tout se passe à Saint-Denis. Ouais. Ton inspiration vient de là. Est-ce que ça veut dire que t'es jamais en panne d'inspiration si tu t'inspires que d'un endroit qui peut t'inspirer autant que Saint-Denis par sa diversité? Je vais te dire franchement, je ne suis jamais. Tout à l'heure, je t'écoutais quand tu parlais d'être devant sa feuille. Je n'ai. J'ai trop de sujets. Et pas que de Saint-Denis, hein. Je t'assure que j'ai énormément de sujets. J'ai même des trucs, j'écris, je les pose 4-5 lignes et je les garde. En tout cas, clairement. Et surtout, en fait, quand on te pose la question, ouais, est-ce que t'as pas peur d'être en panne d'inspiration ou est-ce que... Mais en réalité, regarde la vie. Si on prend juste les sujets de société, il y a trop de sujets qui me concernent sur lesquels, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on a un avis. À partir du moment où on se dit, ah, ok, moi j'ai un avis là-dessus, j'ai envie de le traiter, et je mets des personnages qui portent le propos, des histoires, t'en sors tous les jours. C'est aussi ça. Pardon, et ça revient sur ce que tu as dit tout à l'heure. En off, on parlait d'être déconnecté de la société. Quand Ouais, tu es connecté à la société, notre société, elle est tellement complexe, il y a tellement de choses à écrire, il y a tellement de sujets. ça c'est vrai. Après, il faut être juste... il faut se libérer, il faut être sûr de soi. Pas sûr, pas de l'arrogance, hein, parce qu'encore une fois, c'est une histoire de justesse. Il faut avoir envie de partager. Et si tu mélanges euh, émotion, t'es vivant, tu as des choses à raconter, t'as un côté, t'as une certaine philosophie, expérience de la vie, et que t'es dans le partage, je vois pas ce qui peut enfin, pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Hmm. Là où je te rejoins, c'est que, tu vois, tout à l'heure, tu me parlais d'ouverture. Ouais. C'est ça qui fait que tu peux continuer à produire, c'est Mm. l'ouverture. Parce que tu peux avoir plein de sujets à raconter parce Mm. que c'est des trucs qui te touchent, du fait que tu viennes de Saint-Denis ou que socialement parlant, tu viennes d'un tel milieu. Mm. Mais si tu n'as pas l'ouverture pour corréler, pour mettre en lien l'endroit d'où tu viens, d'où tu viens, même socialement parlant, avec le reste du monde, Ouais. il y a un truc qui se perd Exactement. et qui va finir par Ouais. s'essouffler. Pardon. C'est exactement ça. C'est qu'à un moment, il faut être ouvert. Et si t'es pas ouvert, c'est compliqué. Mais quand tu deviens auteur de scénario, que tu rentres dans un pool d'auteurs, là c'est plus compliqué parce que ça vient pas de toi l'aspiration. Peut-être que tu pourrais que tu pourrais être en panne parce que là tu rentres dans un truc où on te dit ok certes on t'a appelé parce que t'as telle appétence, t'as tel attrait pour un style d'écriture et pour un style de perso ou d'univers et du coup c'est ça qu'on recherche, mais en même temps l'histoire vient pas de toi. Tu vois, il n'y a pas Sani, il n'y a pas tes sujets de société qui t'intéressent peut-être. Comment tu fais pour être sûr que quand tu rentres dans ta salle avec tous tes collègues auteurs de séries, là, tu arrives à trouver l'inspiration qui va se connecter à ce qu'ils ont écrit eux? Alors là, c'est un travail collectif. T'es en équipe. Donc c'est différent. Ce que tu vas porter, c'est une énergie. C'est juste moi. Purée, j'ai une toux sèche, elle me rend fou. Ce que tu vas porter, en fait, t'es plus dans ce format de ce que tu as envie de raconter, t'es plus dans l'auteur, t'es un co-auteur. T'es un co-auteur, et le co-auteur, c'est ta personnalité, ta vision, et vous les échanger au profit d'un projet collectif. Donc c'est une autre démarche. Tu t'es dans de l'échange. On pourrait très bien là, ce qu'on fait finalement, on pourrait très bien écrire une série. Et ça va être la réflexion. Donc quand tu arrives dans une équipe, déjà, il faut savoir que c'est une équipe. Il n'y a pas de hiérarchie.
Et tu peux avoir une personne qui a une idée de projet qui dit voilà, moi je te veux comme co-auteur. Donc tu arrives avec tes compétences. Et surtout, tu dois pas te dire ouais, moi j'ai envie d'écrire sur ça, ça, ça. C'est que tu vas apporter un point de vue. Et tu peux écrire sur tellement de choses. Parce que ça reste que tu écrives sur l'univers hospitalier, que tu écrives sur les stupes, que tu écrives sur les transports en commun, ce que tu veux. On parle d'humain avant tout. On parle d'enjeux, on parle de drama. Et après, effectivement, tu vas avoir des consultants pour l'aspect, réaliste du métier ou de l'environnement que tu veux traiter. Donc en réalité, quand tu viens, c'est pour moi une forme de philosophie. Hein. Tu échanges, tu parles de tes persos, un moment après tu vas redescendre parce qu'il faut des dialogues, il faut de la cohérence. Mais c'est une réflexion collective. Mais moi, je te dis ça parce que j'imaginais un peu ça en mode, genre, ça balance des idées. Comme tu as dit, il y a des gens qui s'occupent de chaque enjeu des histoires. Des persos, du contexte, du lieu, de l'histoire, de la cohérence. Nanana. Moi, j'imaginais ça comme toi, tu as, du coup une compétence, t'as une caractéristique, et quand on fait appel à toi, comme si on appuie sur un bouton. Ah ok, bah Rachid, là c'est à toi. Qu'est-ce que tu proposes par rapport à tout ce qui Alors s'est non, dit ça se là? passe pas comme ça, justement. Après, je sais pas comment on fonctionne ailleurs, mais en gros, tu as des auteurs autour de la table. Il y a donc forcément un projet de série avec, je dirais, un sujet qui est traité, avec un axe. On se dit, bah voilà, est-ce que c'est une série chorale? Est-ce que c'est un perso qui porte le propos? Et de là, de ce personnage, peut-être qu'il y a déjà eu des épisodes, tu te mets à jour. Et en fait, c'est une discussion. Bah, dans cet épisode-là, ce personnage va faire, en tout cas, ça va être ça le sujet de cet épisode. Alors, est-ce qu'on travaille sur une série ou sur des épisodes? Parce que t'es pas obligé de travailler sur toute une saison, on peut t'appeler pour un épisode. Et en fait, tu t'appropries les éléments et vous faites du collectif, vous échangez. C'est pas, par exemple, c'est pour ça que je disais, il n'y a pas de hiérarchie. C'est qu'on échange. Si nous deux, tout simplement, on se dit, on écrit sur un personnage qui est en détention. Et on va parler. Toi, tu vas me dire, bah tiens, moi j'avais eu ça. Tu diras, ah, c'est marrant et ça. Et de l'échange qu'on va faire, on va se connecter et on va créer un personnage et on va le faire sans aucune hiérarchie. Tu vois, on va discuter de quelqu'un, en fait, souvent, c'est comme si on imaginait quelqu'un qu'on connaissait, sauf qu'on ne le connaît pas, c'est que nous, on le construit. Et ce personnage qu'on construit, on se dit, ok, ce personnage-là, donc son contexte, il vient de là, etc. Donc on parle, c'est comme si on fait exister hein, cette personne, on est dans de la créativité, de la création. À partir de là, on se dit, ok, bah quand est-ce que la série ou le long commence, ok, bah ça part de là. Et on veut traiter tel sujet, on va discuter. Et de là, quand on aura tout mis à plat et vraiment de manière collective, bah tu vas avoir une matière, tu vas avoir une puissance, et après, bam, tu mets ton déroulé. Donc pour le coup, tu vois, c'est pas une hiérarchie où tu viens, tu dis, bah vas-y Dixon, t'es là, tiens, j'appuie sur un bouton, qu'est-ce que tu proposes? Non, non, c'est vraiment, ça se fait naturellement. Et quand t'as ce truc, c'est là où tu te rends compte que c'est des métiers privilégiés. C'est qu'on discute, on crée. Par contre, quand t'as fini ta journée, t'es lessivé, t'as plus de cerveau, t'es au bout de ta vie, mais c'est cérébral. Mais en même temps, t'as sorti tellement de choses. Imagine-toi, là, on est deux, on a avec nous deux autres personnes, on est quatre, on doit traiter d'un sujet. On parle du théâtre, un mec qui veut écrire sa pièce de théâtre. Mais t'imagines à quatre, tout ce qu'on va créer, imaginer, mais naturellement discutant. Et de là, tac, on note des choses, etc. Tu vois, c'est vraiment... L'écriture, c'est ça. Et si c'était... t'as un numéro 10 qui arrive, un Neymar qui arrive, tu vois, ça peut être compliqué. Et souvent, ce que je te disais, c'est que dans les projets, il faut que ce soit du collectif. À partir du moment où c'est pas du collectif, ça devient compliqué parce que c'est individuel et chacun veut tirer son épingle du jeu ou tirer la couverture pour lui. En rapport au collectif, j'ai une question. Pour revenir sur ton métier de romancier, plus que d'auteur, plus que de scénariste. Quand on a... Parce que là, romancier, pour le coup, on écrit tout seul. Oui. Quand on a beaucoup écrit tout seul, que maintenant on écrit plus collectivement, est-ce que parfois on n'a pas envie de se retrouver un peu tout seul pour écrire? Bah, tu peux le faire dans le roman, tu peux le faire... t'as plein d'espaces où tu peux le faire en réalité. C'est pas un... Non, mais je veux dire, la question plus frontalement, ça serait est-ce que tu pourrais lâcher ce métier d'écrivain solitaire, le romancier, pour ce métier d'écrivain collectif, le scénariste tout court? Non, parce que le romancier, c'est ton espace. Tu vois, c'est un espace privilégié. C'est là où tu te rends compte, et c'est aussi pour ça, je pense, en tout cas, pour ma part, j'accepte plus facilement le truc, c'est que quand t'écris tes scénaristes,
t'es auteur, t'es co-auteur, c'est collectif et tu le sais. Maintenant, je veux me faire mon kiff, je m'isole, j'écris mon bouquin. Tu vois, donc t'as tes espaces. Et c'est là où c'est hyper, je trouve aussi, c'est encore un confort. Donc t'as pas la contrainte. Maintenant, je connais des scénaristes qui n'ont été que scénaristes, qui veulent, eux, cette liberté et qui veulent écrire du roman. Je vois. Et ça arrive jamais, du coup. Parce que là, je pense à une histoire que j'ai vue récemment Ouais. sur l'écriture. Enfin, j'ai regardé, il y a pas longtemps, j'ai regardé une vidéo sur YouTube d'un mec qui a raconté l'écriture de la série sur la jeunesse d'Indiana Jones. Ouais. Bref, c'est mes trucs D'accord. de geek que je Ouais, regarde, non, pas tu de vois. problème, ouais. Et du coup, c'était commandé par un studio, je sais plus lequel, piloté par Spielberg. Et il y avait quatre co-auteurs pour écrire les épisodes. Et en fait, ils avaient lancé des sujets, comme tu l'as dit. Il y avait deux co-auteurs qui étaient dans la maison. Et je crois que c'était plus produit même par George Lucas à l'époque. Ok. Et il y avait deux co-auteurs qui étaient dans la maison de Lucas pour écrire les épisodes. Et deux qui étaient chez eux. Dont Ok. Carrie Ann Fisher, qui est Princesse Leia dans Star Wars. D'accord. À l'époque, elle était jeune, elle écrivait aussi. Elle était Mhm. autrice aussi. Et du coup, elle intervient dans la vidéo disant que elle préfère écrire chez elle toute seule. Ah, c'est marrant. Ouais. Tu vois. Mais il devait écrire les quatre sur la même série. Ok. Tu vois. Mais je crois, si je te dis pas de C'est elle qui bêtises, écrivait l'épisode, peut-être? je crois que chacun, ils étaient dispatchés. Ils avaient dit, bon, il y a une saison, il y a tant d'épisodes. À chacun 20 Et épisodes. chacun doit ramener un ou deux épisodes. Ok. Ah, c'est marrant, mais Tu vois. pour Et le il y coup, en c'est avait pas deux qui avaient collectif. choisi d'écrire ensemble, enfin Ouais. dans le même lieu. Et deux qui avaient choisi d'écrire séparés Ouais. chez eux. Ah, c'est marrant. Sur le même projet, tu vois. Ouais, après, bah là, pour le coup, j'ai l'impression de ce que tu dis, c'est que chacun avait un épisode, et pour le coup, c'est pas collectif, c'est pas du tout la même structure. Si ils ont pas... est-ce que... Après, faut savoir, parce que je connais pas le contexte de ce projet, mais est-ce que c'est vraiment pour le coup, en tant qu'auteur, je te file un épisode, et chacun écrit un épisode, donc... et t'en as deux qui écrivent ensemble, peut-être parce que pas l'expérience, enfin, l'expérience moindre, je sais pas. C'était ça, c'était chacun doit écrire des épisodes. Ok, Sur parce que... un ou deux ouais, chacun, tu vois. ok. Mais t'es quand même au service d'un projet commun, une série. Ouais, mais Avec les mêmes persos, tu vois. Ouais, mais le truc, c'est que là, de ce que tu me dis, pour moi, la configuration dont je te parlais, c'est qu'on est plusieurs, on travaille à plusieurs sur un épisode. Après, tu as un auteur qui va prendre en charge l'épisode, l'écrire. Toi, tu vas peut-être intervenir sur les dialogues, le lissage, ouais. tu vois. Donc, Ok. mais pour moi, quand je dis collectif, c'est vraiment on travaille ensemble et on pose les épisodes carrément ensemble. Après, quand tu as mis tous tes post-it avec, pour chacun des épisodes, bah là, tu peux dire, bon, toi, t'écris, etc. Mais tu construis. Ok. Alors là, est-ce que maintenant, l'exemple dont tu me donnes, que tu cites, les personnages existent déjà, donc ils savent ce qu'ils veulent faire, je sais pas. Tu vois, là, l'exemple que tu me donnes, j'ai pas l'impression que ce soit collectif. C'est plusieurs auteurs qui sont sur un projet. Bon, mais j'ai pas les infos, donc faut voir. Mais là, pour moi, c'est pas collectif. T'as plusieurs auteurs et ils dispatchent finalement par un épisode par auteur. Ok. Et tu vois, pour revenir un peu sur ce que je te disais au début, sur les grands scénaristes, tu vois. Comme je te disais, par exemple, Aaron Sorkin, qui est un grand scénariste américain. Ou par exemple, même des réalisateurs scénaristes, tu vois. Fincher, des réalisateurs comme ça, tu vois, qui écrivent leurs scénarios eux-mêmes. Ou Tarantino, tu vois. Tu crois que ça veut dire que ces mecs-là s'entourent d'une équipe qui va les aider à construire l'épisode ou le film, on parle plus de film d'ailleurs en plus, et qu'à la fin c'est quand même eux qui ont le dernier mot, ou que ça reste quand même collectif, mais que c'est eux qui sont crédités? Ouais, alors là, par contre, Tarantino, moi je pense que c'est une marque. Je sais pas comment ça se passe, j'ai un pote qui est vachement, qui regarde tout ça, et il faut voir. Mais j'ai l'impression quand même que c'est des mecs établis, qui sont des marques, je pense, qui savent ce qu'ils veulent faire aussi. Donc là, je pourrais pas te répondre en fait. Tu me poses une colle parce que j'ai pas cette culture de l'histoire de ces réalisateurs qui sont aussi producteurs. Et je pense que quand même, c'est un peu comme Audiard. Audiard, il a sa touche, c'est Audiard. Quand il va te prendre le scénario, c'est ce qui s'est passé sur Un Prophète.
il sait ce qu'il veut exactement, etc. Et vous êtes, t'as vu, t'avais plusieurs auteurs, t'avais Abdelraouf Dafri, t'avais Nicolas Pefailly, t'avais Thomas Bidguin et t'avais Odia. Et Thomas Bidguin, c'est le scénariste d'Odia. Ouais. Donc du coup, ils ont travaillé à plusieurs sur le projet et ça a donné un long métrage. Ouais. Euh, Tu vois, ce qui est d'ailleurs drôle avec ça, je te coupe, mais ce qui est d'ailleurs drôle avec ça, c'est que je t'ai dit, moi j'ai vu à la base une interview de Dafri hmm, qui nomme Pefailly, hmm, mais qui dit qu'il est quand même l'auteur d'un prophète. ouais. L'autre côté, j'ai vu une interview, une espèce de masterclass organisée Hmm, par Deniso avec Thomas Bidguin, hmm. qui dit lui être le scénariste d'un prophète. Ouais, ils sont tous scénaristes de toute façon, ouais. Sauf que ces deux-là, Hmm, qui, comment moi je l'ai vu en tout cas, c'était ouais. que Dafri est l'auteur est le principal auteur de la première version, Hmm. Bidguin, le principal auteur de la deuxième version du même Ouais, scénario. ouais, c'est l'idée de... Ouais, c'est l'idée Mais de... du coup, ces deux-là ne se nomment jamais. Ouais, Bidguin n'a ouais. jamais parlé une fois de Dafri. Ouais, Dafri, mais ça, après, ça tu vois, doit... comment j'ai vu Bidguin, Oui, c'est oui, lui qui a oui. écrit. Oui, qui a Tu vois, j'ai écrit pas que- compris, ouais, tu je vois. comprends, ouais. Ça qui était drôle. Ouais, après ça, je pense que dans le projet, ça a dû être compliqué aussi parce que Abdelraouf Dafri voulait faire son projet depuis longtemps. Tu bosses avec d'autres gens, c'est toujours. Je pense que c'est un peu les dessous aussi du cinéma ou d'un projet où finalement t'as plusieurs auteurs et ça peut être aussi. Ça reste ton bébé, quoi. Hmm. C'est compliqué. En plus, il y a ce truc, pour finir là-dessus sur les scénaristes, mais ça a été, ça l'est encore un peu, mais un peu moins, je trouve. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais Hmm. ça a longtemps été vraiment le métier le plus ingrat du cinéma. À part pour les scénaristes, quand on disait les réalisateurs, auteurs ou producteurs, Hmm. qui étaient, tu vois, Audiard, même Audiard père, tu Hmm. vois. Mais les gens d'en dessous, on les connaissait pas. Les scénaristes, Non, on les oui, bien connaissait sûr, bien pas, sûr, tu bien vois. sûr. Et personne ne voulait les connaître en Oui, oui. réalité, tu vois. Une fois par an, c'était nommé, il gagnait un Oui, César et il était t'es connu content. dans le métier. Mais maintenant, ce que je trouve ça bien, moi, la série, avec les showrunners stars et tout, tu Mhm. vois. Parce qu'il y a pas longtemps, j'écoutais un podcast de la showrunneuse de 10%. Comment elle s'appelle déjà? J'ai un trou. Ok. Bref. Euh, avec les showrunners et tout, ça a remis la lumière Oui. sur les scénaristes et les auteurs de Mais cinéma. c'est à l'américaine de toute façon. Parce que c'est le modèle américain, tu vois, quand on s'en parlait tout à l'heure au début de la discussion, et pour le coup, tu vois bien que c'est installé en France, et que les séries qui marchent ont ce modèle-là, et qu'aujourd'hui, oui, effectivement, tu as de plus en plus l'exposition des showrunners, les auteurs. Scénariste, c'est un métier de l'ombre de toute façon. Si tu fais pas d'autre chose, si tu crées pas des romans et tu viens pas comme une marque sur un projet, on parlera jamais de toi. C'est comme ça. Hein. Ce qu'on voit au cinéma, ça va être les comédiens, hein, ça va être le réalisateur, et après, tu as les métiers de l'ombre qui sont notamment celui d'auteur. Donc après, c'est quand tu fais ça, je pense que tu le fais pas pour avoir d'exposition, tu le fais parce que tu as cette compétence pour écrire, et tu le fais, et en sachant, voilà, c'est quelque chose qui reste quand même précaire. Mais moi, j'entends pas ça comme exposition, j'entends ça plus comme reconnaissance. Une reconnaissance qui manquait un peu, je trouve. Ouais, je sais pas, la reconnaissance, tu l'as effectivement par les gens du métier, par les retours que tu vas avoir sur les projets. Donc voilà, après la reconnaissance, elle est pas que tu sois mis en lumière. Je pense, hein, après ça, c'est que mon point de vue. Quand t'es auteur, voilà, ça c'est bizarre, tu vois. Tu veux dire, tu fais quel boulot? Ouais, je suis auteur, on t'identifiera pas. Par contre, on va t'identifier si tu dis, bah, tel projet, ah ouais, j'en ai entendu parler ou il a été diffusé. Ah, parce qu'il y a aussi un autre truc qui est intéressant. C'est quand t'es auteur aussi, parce que tu peux être auteur, mais moi, pendant longtemps, j'ai eu les conventions, j'étais payé pour écrire, mais les projets n'aboutissaient pas. Ça, c'est dur aussi comme truc. C'est Hein. incroyable ça. Ça, c'est pas de la reconnaissance, mais c'est une frustration parce que tu te dis, t'as pas transformé l'essai. Et ça aussi, c'est un délire. Il faut en Donc, parler du nombre de projets pour lesquels t'es payé, mais qui ne voient pas le jour. c'est ça que j'allais dire, ça doit être un espèce d'entre-deux trop bizarre où t'es payé pour un métier qui se termine pas. Parce que c'est pas terminé pour un du coup. Pour un projet qui se voit termine pas le pas, jour. ouais. Ouais. Tu vois, c'est trop bizarre. Ouais, exactement. Et c'est là où ça t'apprend à revoir ta copie, à te dire, tu vois, quand je te disais tout à l'heure, tu penses que t'arrives comme ça, je vais écrire des romans, le scénario, je vais débarquer. Rien du tout. Tu vas débarquer, mais tu vas redescendre avec les années et te rendre compte que ça cale jusqu'à un moment. Et là, tu dis, ok, d'accord, c'est pas gagné, c'est long, c'est un long chemin. Ouais, grave. Euh,
Dans tout ça, est-ce qu'il y a une œuvre dont tu es la plus fière? Mais moi, j'élargis avec toi, parce que tu fais plein de trucs. Hmm, Là, tu démarres une nouvelle carrière de scénariste, hmm, en parallèle, hein. ouais, Pas une nouvelle carrière, mais en parallèle, que tu fais la dictée hmm, géante. hmm. Dans tout ça, et en plus de tous tes super romans, est-ce qu'il y a une œuvre dont tu reconnais, t'as plus de reconnaissance ou de fierté pour cette œuvre? Euh, je l'ai pas encore. Moi, c'est mon livre perso que j'ai envie de faire et pour l'instant, manque de temps. En fait, le calendrier il est chargé. Est-ce que c'est pas un Euh, manque de... Est-ce que c'est pas un temps que t'as pas envie de trouver vraiment parce que c'est Ah si, perso? je veux le trouver. Ah, je te promets que ça après parce qu'il y a eu plusieurs phases. Donc, parce que tu parlais de fierté, là, dans ce que j'ai fait, ce que... euh, fierté. J'ai réfléchi, hein. Elle n'est pas forcément dans les œuvres parce que tu vois, quand tu fais quelque chose, tu passes à autre chose. Tu l'as fait, il y a des bouquins que j'ai pas. Mes bouquins, je les ai pas en fait. J'ai des bouquins, c'est souvent pour les donner. Je suis en train de réfléchir. Ouais, le truc qui me fait le plus kiffer, c'est ces histoires de dictée. Tu vois, de se dire, je fais des dictées, je réunis des gens, j'ai des retours de gens. C'est hyper fort. Mais après, ça reste aussi. Je suis pas sur un sujet de fierté. Je suis plutôt sur un sujet de kiff. Je kiffe ce que je fais et j'essaie de kiffer les choses, je dirais, au moment où elles se font. J'essaie d'y contribuer et de bénéficier de cette satisfaction de créer quelque chose. Voilà, d'avancer Ok. aussi. Du coup, c'est une fierté globale de aimer ce que tu fais Ouais, en vérité. ouais, c'est surtout c'est la satisfaction de me dire, purée, ça fait 21 ans que j'ai commencé avec hiphop.fr, je suis passé par Freestyle, je suis passé par les romans, je suis passé après par l'écriture de scénarios, ça a mis 10 piges. Là, de voir des projets qui sont en cours, qui sont programmés et d'y participer. En plus, je parle même pas de la dictée, etc. C'est tout ça, en fait. C'est le parcours. Tu dis, ouais, le chemin parcours, il Incroyable. est cool. Après, il est jamais fini. C'est-à-dire que, on se parlait tout à l'heure, on parlait de la précarité, d'assurer ses arrières. Il y a aussi cette vision d'entrepreneur qui est hyper importante et qui doit permettre, qui peut garantir, tu vois, la liberté de ton esprit. Parce que la Mhm. créativité, quand tu es dans la précarité, ça, t'as une charge mentale, c'est compliqué. Si t'es pas épanoui et que tu sais que tu rentres chez toi, ton frigo il est pas vide Ouais. et que tes gamins, voilà, que tu peux subvenir à leurs besoins sans être en difficulté. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, on va conclure. Ok, je t'attends pour la conclusion. Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. Ouais. La première, c'est donne-moi ton objet favori. L'objet favori, bah, je vais te dire un stylo. C'est caricatural. Pourquoi je te dis ça? Stylo parce qu'avec la dictée, c'est un sujet et puis après j'ai aussi avec la dictée, tu vois, j'ai des partenaires et je pense à la marque Pilote. Tu sais, ils ont les pilotes feutres avec la plume épaisse, j'imagine que tu Ouais, vois lesquels. C'est ouais. Kali, il y a tout un truc autour. Donc je pense à mon stylo violet. J'ai un stylo violet avec lequel je kiffe Violet écrire. en plus? Ouais. Ah, il écrit en violet, tu veux Ouais, dire? l'écrit en violet. Ah ouais? Et d'ailleurs, quand je vais en détention, les mecs, ils me le demandent. Tu vois, c'est vraiment c'est assez marrant, tu vois. Ben moi j'en fais un maintenant, de ouf, ça Voilà. donne grave envie. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante, tu me parles œuvre, un livre, une Général, série comme tu as générale. envie. En ce moment, moi, j'ai trouvé, je sais pas si c'était inspirant, ouais, attends, je réfléchis. Une œuvre inspirante, je dirais The Wire. Sur écoute en français, c'est une Ouais, série. voilà, sur écoute. Pourquoi? Parce que t'en as parlé tout à l'heure. Je t'aurais dit Gomorrah, mais Gomorrah m'a pas inspiré. C'est vraiment The Wire qui m'a inspiré quand je suis parti dans l'écriture des anges s'habillent en Kaira et la suite, des chiffres et des litres. Il y avait cette idée de mosaïque de la ville avec des personnages. Alors, c'était souvent des personnages jeunes et il y avait le côté choral. Donc, ouais, je vais parler de ça. Je vais dire que c'est inspirant. Après, Gomorrah m'inspire, mais j'ai pas fait de choses encore qui sont Sans lien. en lien, exactement. Ok. Du coup, et en plus, franchement, on vous la conseille. Sur Ouais. écoute, c'est une super série. Et la dernière question, c'est quelle est selon toi la qualité que devrait avoir un créatif? La qualité.
L'ouverture. L'ouverture. Parce que si t'es créatif, en fait, le créatif, c'est une personne qui a une capacité à absorber les choses et à la restituer sous un autre format. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de nos environnements. Nos environnements respectifs, quand on réussit à les observer et à absorber quelque chose et à restituer ça sous un autre format, pour moi, c'est ça, être créatif, c'est ça la principale qualité. C'est cette capacité à transformer. À te transformer, pour ça, il faut être ouvert, du coup. Ah oui, t'es obligé. Je pense que si... C'est simple, hein, si tu fais de la rétention, si tu te braques, tu peux pas avoir ce truc, cette capacité à lâcher, à te renouveler. En fait, ça grippe la machine. Mhm. Ok, donc je retiens transformer et s'ouvrir. Ouais. Ben merci. Merci à toi, Dixon, pour l'invitation. Merci beaucoup. Ça m'a Merci. fait Je vais plaisir. mettre dans la description le lien vers ton Instagram pour qu'on voit, ton Facebook pour qu'on voit tes actualités. Likez, abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous à Ok. Rachid. Merci. Achetez ses livres surtout. Ouais, Vraiment. ouais, après, vous pouvez les emprunter à la bibliothèque. ça Ouais, dépend. ou empruntez-les, mais Voilà, lisez-le. C'est ça qu'il faut dire. Ouais. En tout Lisez-le. cas, si on les emprunte, faut les rendre. Faut à les- leur propriétaire. Parce que souvent, moi, j'ai des remarques comme ça. C'est marrant, des fois, des gens qui C'est me vrai, disent... rendez-les, mais lisez-le en tout cas. Bon, Merci beaucoup. merci, Dixon. Merci infiniment. Merci à toi. À la prochaine. Avec plaisir.